Normalement, Il ne faut pas réactiver le son. Il faudrait que tu coupes les micros de tout le monde, sauf du Galaxy A50 et des Solidaris. C'est amusant parce que quand j'ai réalisé le Zoom, l'invitation, j'ai désactivé tous les micros et les vidéos. Voilà, normalement, c'est bon. Je vais activer le micro. Moi, je t'entends bien. Donc voilà, on a rejoint le live sur Facebook. On est en direct sur Zoom. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans Converser, sur Facebook aussi. Et puis, j'en ferai part directement à Christine et à Alice. Alors, bonjour à tous. On avait rendez-vous à 19h30 aujourd'hui. On a eu un petit bug informatique et un gros fou rire. Donc, on a pris un peu de temps. On a quelques minutes de retard. Aujourd'hui, je reprends les lives avec Alice et Christine après confinement. C'est le premier et on va traiter du sujet de la psychomagie, un art de guérir nos relations toxiques. Alice, tu es je suis psychanalyste. Et Christine, tu es kinésiologue et j'aimerais que vous puissiez présenter ce live que vous faites aujourd'hui en duo. Très bien, avec grand plaisir. Ok. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler à la fois des relations toxiques et il y a quelqu'un qui interfère sur le réseau. Alors, on est là pour parler à la fois des relations toxiques et à la fois d'une technique que nous pratiquons. Ça s'appelle la psychomagie. Est-ce que c'est bon? Parce que je suis très décalée, moi, j'ai aucun retour. Hein. Tout à fait, oui. J'ai bien entendu. Ok. Alors, on procède toujours en plusieurs parties. Donc, on va démarrer par une première partie pour définir ce qu'est une relation toxique, repérer un petit peu les signes du déséquilibre et voir un petit peu comment prendre en charge la relation toxique. Dans un deuxième temps, on va définir la psychomagie, comment ça fonctionne, comment ça nous permet de dialoguer avec notre inconscient. C'est un outil assez simple et ludique. Et ensuite, la dernière partie sera plus pratique et vous pourrez évaluer à la fois avec Alice lors d'un questionnaire la toxicité, le niveau de toxicité d'une relation. Et puis, nous finirons par un petit acte de psychomagie pratique pour couper une relation toxique. Voilà. Donc, au stade fœtal, dans le ventre de maman, nous sommes nourris, alimentés par notre hôte maternel. Et c'est tout à fait normal pour un bébé dans le ventre de sa maman. Mais en devenant un être de langage, nous commençons à établir un échange qui doit être normalement équilibré avec notre entourage, les membres de notre famille et la société en général. Et puis, en devenant adulte, normalement, nous n'attendons plus d'autrui qui nous nourrissent au plan physique, émotionnel, affectif, spirituel. Normalement, notre énergie vitale, ce que les Chinois appellent le qi, ne doit pas être alimentée en priorité par les autres. Elle doit dépendre uniquement de nous et d'autres étant un plus. Donc, à partir du moment où cette... Ça marche pas. Mais vous êtes mis en second par l'animateur, c'est tout. Désolée, mais on ne peut pas terminer. Ok, merci. Encore un petit problème technique. Désolée. Donc, à partir du moment où cet échange énergétique avec les autres n'est pas harmonieux ni équilibré, nous allons dépenser plus d'énergie que ce que nous produisons. Hein. Donc, nous allons demander à nos proches l'énergie que nous ne sommes pas en mesure de produire en autonomie. Donc, nous sommes responsables de cette énergie vitale
qui est notre terre intérieure. Et si on vit en écologie avec notre être, on n'a pas à consommer nos réserves propres, on n'a pas à puiser sur nos énergies fossiles, sur nos réserves, et sur notre fond vital, on doit avoir une relation avec des énergies renouvelables. Voilà, donc Alice, je vais te passer la parole. Comment définir une relation toxique, une relation nocive? Voilà, tu donnes peut-être une définition. Tout à fait. Déjà, bonsoir. Je suis d'abord totalement d'accord avec ce que Christine vient de présenter. Nous, en psychanalyse, ce qu'on appelle l'individuation, le fait d'être bien construit et de se dire que même si on est seul au monde, nous sommes des êtres de lien. Et bien évidemment, selon comment se passe la conception, la grossesse, la petite enfance, on va mettre en place des liens différents, des mécanismes de défense aussi, qui va être constitutif donc de notre identité, de notre personnalité. Alors, pourquoi une relation pourrait être toxique et qu'est-ce qu'une relation toxique? Je sais que c'est un mot qui fait plutôt assez peur au sein du cabinet lorsqu'on aborde le thème avec certains patients parce que la toxicité peut être un mot violent. Mais finalement, qu'est-ce que je leur dis? La toxicité est finalement quelque chose qu'on pourrait plutôt identifier à une relation malsaine. Alors, qui dit malsaine n'est pas forcément quelque chose de malsain consciemment. C'est-à-dire que nous allons développer le thème avec peut-être différentes pathologies par la suite, où on va découvrir que certaines personnes, telles les pervers narcissiques, voilà, sont uniquement dans ce mode de relation. Par contre, d'autres personnes qui ont des structures, on va dire, un peu plus équilibrées, peuvent être, malgré eux, dans un lien toxique, ne sachant pas faire autrement. Donc, pour ma part, la toxicité d'un lien se révèle dès lors qu'il y a une récurrence de problèmes de limites, de respect, de besoin de contrôler l'autre. C'est-à-dire que dans une relation, quelle qu'elle soit, parce qu'effectivement, la toxicité, nous allons voir qu'elle touche aussi bien les relations amoureuses, familiales, amicales que professionnelles. C'est quelque chose qu'on peut retrouver, on va dire, dans tous les domaines dans lesquels on retrouve de l'humain. Donc, à partir du moment où on peut se poser la question, de se dire, tiens, il y a un problème, cette relation me met en souffrance ou je ne me sens pas à l'aise, qu'est-ce qui se joue entre nous? Voilà. Car une personne toxique est une personne qui, par sa relation à l'autre, tente effectivement, comme je disais, de contrôler, de dominer et en utilisant différents stratagèmes. Donc, selon les personnalités, ça va être des gens qui vont être dans l'intimidation, des gens qui vont faire, par exemple, sans cesse culpabiliser ou qui ne vont pas vous considérer. Voilà. Du coup, par rapport à une relation saine qui se doit d'être simple, épanouissante et sans souffrance. Voilà comment on pourrait définir une relation toxique. Oui. Okay. C'est une bonne Comment définition, un peu exhaustive, parce qu'on est arrivé directement sur les relations toxiques, vraiment. Par contre, c'est vrai que les relations toxiques ne sont pas toujours là où nous soupçonnons. Hein, par exemple, on peut avoir des relations toxiques avec les membres de notre famille, bien qu'il y ait des relations aimantes. Hein. L'amour peut être un facteur limitant, un facteur de stress. On va les déceler dans les relations familiales. Ça peut être bénéfique comme toxique. Par exemple, dans la famille, on a souvent tendance à endosser des rôles. De l'enfance, ces rôles sont assignés en grande partie par les ancêtres. On l'a vu lors de la conférence sur la psychogénéalogie, un petit peu comme une patate chaude, un problème qui n'est pas réglé et qu'on va se passer de génération en génération. Par exemple, dans une famille, il peut y avoir l'intellectuel brillant, comme il peut y avoir inversement le cancre. Donc, dans ces rôles, l'image, elle est engrammée profondément dans l'inconscient et cette situation, on la remet en scène perpétuellement dans les situations de vie. Hein. Voilà. Donc, Christine, Alice, comment on peut se rendre compte d'une relation toxique? Est-ce qu'on peut facilement en prendre conscience? Oui, alors ça, c'est la deuxième partie. On va y répondre tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est une super bonne question, mais voilà, on n'a pas tout à fait terminé. Donc, je disais qu'en fait, on repère facilement le cancre qui est en difficulté, qui est en perte de confiance en lui.
mais l'intellectuel brillant a le même type de problème. Hein. C'est-à-dire qu'il endosse ce rôle et il ne peut jamais faire autrement que de faire parfait. Donc, il peut avoir une relation toxique, même dans sa vie de tous les jours, sans forcément la repérer et sans pour autant que ce soit avec une personne extérieure. Voilà. Après, notre rôle d'enfant aussi, dans la fratrie, par rapport à nos frères et sœurs. Hein, oui, quelquefois des fameuses aussi jalousies pathologiques qui peuvent se mettre en place effectivement entre frères et sœurs. Et même si elles sont identifiées, ben, sont difficilement, on va dire, réparables. Les gens ont du mal à s'en libérer parce que justement, il y a ces liens du sang qui sont aussi quelquefois plus importants que lorsqu'on est dans une relation amoureuse. Quand on parle après en termes de libération, mais ça aussi, on le verra au fur et à mesure de la conférence. On peut citer également les relations de couple, c'est un sujet assez vaste. Donc, en ce moment, les pervers narcissiques, les manipulateurs sont assez médiatisés, donc on a pas mal d'outils en ligne pour repérer ce type de relations. Mais quelquefois, les transactions nocives avec les personnes qui nous entourent ne peuvent concerner qu'un tout petit pourcentage de la relation. Ça peut être 2, 3, 10. Alors, quand c'est 90%, on le repère très facilement. Mais quand c'est 20% ou 30% de la relation, c'est de l'énergie dépensée dans des combats qui sont sans issue. Et donc, il faut absolument les repérer. Donc, au lieu de se poser les questions qui vous amènent vers la culpabilité, hein, pourquoi n'ai-je pas réussi, pourquoi j'ai pas réussi à garder l'amour de cette personne, pourquoi j'ai été laissée tomber comme une chaussette. Les bonnes questions sont plutôt comment je peux prendre en charge ma part de responsabilité dans cette relation, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, et à la place de la culpabilité, peut-être prendre en charge une part de responsabilité qui nous appartient. Voilà. Donc ça peut être le sport, le travail, la relation à la nourriture. Alors, j'ai une petite anecdote par rapport au travail, si ce n'est pas trop long pour toi, Alice. Voilà. Moi, je constate en cabinet, les personnes qui viennent, il y a 90% des personnes qui viennent pour je les aide à changer de travail, qui, au bout de quelques séances, finalement, se rendent compte que le travail n'est pas forcément en cause, mais leur attitude. Hein. C'est-à-dire que notre relation au travail va peut-être être toxique et le travail en lui-même ne va pas forcément être toxique. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on repère pas mal en kinésiologie, hein, par intermédiaire de tests musculaires. Et donc, ce n'est pas la durée et le temps de travail qui est toxique. On peut travailler 3 demi-journées par semaine et être complètement épuisé. Et alors que c'est notre relation au travail qui doit changer de façon à avoir des gratifications et des ressources. Voilà. Ça peut être aussi avec une part de nous-mêmes. C'est très intéressant. On en reparlera lors de l'acte magique à la fin. Voilà. Alors, Laetitia, tu me disais comment on prend conscience et quels sont les signes. Alice, moi j'ai quelques signes. Oui, alors, avant d'en prendre conscience, effectivement, la première chose que nous ressentons, on va dire, ce sont plutôt ces sentiments, ces émotions, lorsqu'on est face à une relation toxique, on va dire, quel que soit le domaine. C'est vraiment cette sensation, on va dire, ça va être du mal-être, ça va être de la souffrance, ça va être de quelquefois ne pas être à sa place et de ne pas pouvoir identifier. C'est comme si on n'était plus maître de notre vie quelque part. C'est ça qui peut se jouer dans certaines relations toxiques. C'est OK, moi je suis qui je suis avec ce que j'ai en ce moment et malgré tout, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc, première chose à faire, c'est identifier. Se poser la question de dire, est-ce que ça vient de moi, une partie de moi, ou est-ce que ça vient de l'autre? Donc ça, c'est pas forcément facile parce que selon le domaine que cela va toucher, il faut aller voir ce qui s'est passé peut-être ou avec ses parents ou peut-être avec son employeur ou quelqu'un qui représente une figure d'autorité qu'on n'a pas forcément envie d'aller abîmer.
mais vraiment pour pouvoir identifier, je veux dire, cette relation, c'est voilà, oser se poser des questions. Moi, qu'est-ce que j'apporte dans cette relation et qu'est-ce que l'autre me renvoie aussi. Donc, une fois qu'on a pu se rendre compte, qu'on a pu faire un travail sur soi-même et qu'on a réussi à être à peu près, on va dire, objectif par rapport à ce que l'on donne, de ce que l'on est, mais effectivement, ça peut être intéressant d'aller identifier, on va dire, si c'est une personne, on va dire, la structure peut-être psychique de la personne, essayer de se poser la question, de savoir, bon, on va prendre des cas extrêmes dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que je suis face à quelqu'un qui est pervers narcissique ou je suis face quelque part à un simple manipulateur ou quelqu'un, on va dire, qui va être carrément du versant psychotique et qui ne peut pas faire autrement. Alors, pourquoi cela peut être important? C'est justement, comme disait tout à l'heure Christine, c'est par rapport à sa part de responsabilité. Voilà. Cela peut permettre de déculpabiliser si on se rend compte que finalement tout ne vient pas forcément de soi, quelque part, et aussi d'aller comprendre le fonctionnement de l'autre en se disant, ben, peut-être, justement, il pourrait faire autrement ou pas du tout. Ça peut permettre d'éclaircir la situation en se disant aussi, ben, finalement, est-ce que ça pourrait être autrement ou non? Donc, voilà ce qui peut se poser lorsqu'on est face à ce type de relation. C'est aussi se permettre de se positionner ou se repositionner dans cette fameuse relation, quelle qu'elle soit, se dire: «Moi, est-ce que je me sens à ma juste place ou au contraire, est-ce que je me sens enfermée dans quelque chose?» Ça peut être aussi des signes annonciateurs de toxicité. Parce que comme je disais, tout à l'heure, il y a vraiment cette histoire de limite, de respect de l'un et de l'autre, de respect de soi. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque je pose mes barrières, ben, les personnes en face la respectent ou est-ce que sans cesse vont venir les enfoncer mes barrières? Et effectivement, ben, si on se rend compte que, ben, quelque part, de par nos comportements, on n'arrive pas à dire non et que dans l'expression, tu donnes un doigt et te prennent un bras, qu'est-ce qui fait que l'autre va toujours venir empiéter, on va dire, sur nos limites? C'est à partir de là aussi qu'on pourrait commencer à identifier une toxicité, en effet. Avant que tu parles peut-être des cas extrêmes comme les pervers narcissiques, peut-être, moi j'aimerais bien parler des signes de toxicité et aussi du vampirisme. Parce que le vampirisme, c'est vraiment quelque chose qui existe très souvent et qu'on ne repère pas. Et il y a des signes vraiment physiques, émotionnels, voilà, spirituels qu'on va pouvoir identifier. Donc par rapport aux vampires, comme dans la mythologie, les vampires sont des parasites. Ce ne sont pas des personnes qui veulent vous détruire comme les pervers narcissiques et autres. Ce sont des personnes qui se nourrissent sur vous. C'est-à-dire, leur objectif, c'est de vous pomper l'énergie jusqu'à ce que votre vitalité ait complètement disparu. Hein. En fait, il faut savoir qu'ils sont souvent dépendants de nous. Hein. Ils n'ont pas le moyen de générer eux-mêmes, d'être leur propre source d'énergie. Donc, ce sont des personnes qui vont se nourrir sur tous les plans. Par exemple, ça va être une amie, une bonne amie. Seulement, elle va commencer par capter vos amis, vos connaissances, votre carnet d'adresses, et elle va être partout. C'est-à-dire, où vous allez, elle sera. Voilà, ça peut être des choses qu'on ne repère pas. Ça peut être un chef de service qui se nourrit de votre travail, qui utilise votre travail et qui ne va jamais vous donner la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange là-dedans. Hein, c'est à sens unique. Voilà. Donc, il existe toutes sortes de vampires. Ça peut être des vampires fusionnels, on en trouve pas mal en cabinet. Je pense que tu en vois souvent. Il y a des mamans fusionnelles avec leurs enfants, des couples fusionnels, où la personne vampirisée n'a plus, au bout d'un moment, l'énergie suffisante, la ressource pour entamer des projets, parce qu'elle n'a même pas l'énergie vitale pour subvenir à son quotidien. Voilà. Donc, il faut être capable, dans ces cas-là, de pouvoir se ressourcer par la méditation, le sport, prendre de la distance. Et donc, les signes sont assez clairs. Alice le disait tout à l'heure, on dépasse notre limite. Hein. Alors moi, je vais partir des signes physiologiques plutôt. Je vais vous donner les signes physiques. Le signe
principal, c'est le manque d'énergie. Quand les personnes viennent me consulter, elles sont en faiblesse physique, voire en épuisement, comme si la relation leur coûtait plus que ce qu'elles peuvent donner. Au niveau émotionnel, elles sont souvent de mauvaise humeur. Quand elles sont en contact avec la personne qui les vampirise, elles se sentent moins intelligentes, elles se sentent tristes, déprimées, en colère. Et puis, il y a aussi des somatisations. Dans le corps physique, on peut développer, quand on est en présence de personnes toxiques comme les vampires, de la difficulté à respirer, de la tachycardie, des douleurs, des tensions au niveau du cou, les cervicales, et aussi des somatisations à long terme. C'est-à-dire 3-4 jours après, des sorties cutanées, des poussées d'eczéma. Donc la somatisation, c'est finalement le système immunitaire qui se défend. C'est plutôt positif, mais normalement, ce n'est pas prévu pour que cela dure. Sinon, le système immunitaire se retourne contre vous-même et à ce moment-là, vous développez des maladies auto-immunes pour pouvoir supporter votre voisin, votre patron, votre mari, etc. Voilà les signes. Tu voudrais rajouter peut-être, parce que pour les pervers narcissiques, les signes sont... Oui, après, moi, les personnes effectivement qui viennent me voir, qui sont, on va dire, victimes de pervers narcissiques, ressemblent aussi beaucoup à ce que tu viens de me dire. Ce sont des personnes, en fait, qui sont hyper fatiguées, qui n'en peuvent plus, qui se sentent débordées et qui n'ont vraiment plus d'énergie. C'est vraiment ça qui ressort. Des personnes qui sont vidées. Alors, au préalable, avant d'identifier que la cause de leur mal-être est due à cette relation toxique, ils vont un peu se trouver des excuses, des prétextes de par ou leur rythme de vie, ou par les enfants, leur travail et autres. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est compliqué dans une relation toxique, c'est vraiment ce phénomène d'emprise qui se met en place. Et lorsqu'on est dans ce phénomène d'emprise, on a du mal à se sortir de la spirale infernale. Et finalement, en plus de cela, qu'est-ce qui se passe de par, en plus des signes physiques, c'est le fait de toujours vouloir aussi se mettre en position de sauveur. Voilà. Il y a ce fameux triangle de Karpman, dont certaines personnes connaissent l'existence quand on est face à une personne toxique, c'est on a l'impression, on veut juste qu'elle se sente mieux avec nous. Qu'est-ce qui se fait? Nous, du coup, on s'oublie, on va mettre justement toute notre énergie pour que la personne en face se sente mieux. Et comme effectivement, on est face à un vampire énergétique, nous, on va tout donner, cette personne va tout nous prendre. Donc, effectivement, moi, je fais face aussi avec des personnes qui ont beaucoup de troubles du sommeil et qui vont développer des troubles du comportement alimentaire. Voilà. En plus de cette fatigue. Il y a sur Facebook, Patrick qui nous dit leur objectif est bien de pomper l'énergie, c'est leur nourriture. Et Daniel sur Zoom est tout à fait d'accord avec vous et elle nous indique que c'est aussi un épuisement énergétique et émotionnel. Moi, j'aimerais rebondir sur vos propos. Est-ce que ce sont des sensations qu'on ressent directement au contact de la personne ou est-ce que ce sont des sensations que l'on ressent au fur et à mesure à chaque fois qu'on revoit cette personne ou ces personnes? Ce manque d'énergie et puis tout ce que vous venez de citer. D'accord. Alors, après, je laisserai la parole à Christine. Alors, pour ma part, tout dépend du type de relation. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on vit au quotidien ou est-ce que c'est une personne que l'on voit ponctuellement? Donc, tout au début de la toxicité, ces signes, on va les sentir, d'après moi, en contact de la personne. Mais vu qu'on va rentrer dans ce fameux cercle vicieux, il va se passer que même en l'absence de la personne, on va se sentir fatigué, usé, émotionnellement et physiquement. Voilà, ça se passe sur du moyen ou du long terme et ensuite ça s'installe, on va dire, de façon chronique. Alors, dans la phase chronique, moi, ce que j'ai constaté, c'est que le vampire ou le pervers narcissique agit à distance. Voilà. Il a une emprise psychique telle sur les patients que même l'évocation du prénom de la personne toxique va générer un test faible au niveau du corps. Donc, pour nous, kinésiologues, c'est le signe que l'énergie vitale de la personne ne peut plus faire face rien qu'à l'évocation du nom, ce qui est quand même très grave. Voilà. Donc, une fois que ces personnes ont les codages énergétiques, ont vraiment l'emprise sur votre psychisme, ils peuvent tout simplement, avec un regard ou même à distance,
juste par l'évocation de cette personne, vous empêcher d'agir de la façon dont vous voudriez. Voilà. Donc, ce qu'on n'a pas fait, c'est définir les pervers narcissiques, qui sont de toute façon quasiment tous des vampires et des manipulateurs. Par contre, il existe des manipulateurs qui ne sont pas forcément des pervers narcissiques. Ils ont une tendance à la manipulation, mais peut-être que tu peux donner les critères qui peuvent permettre de différencier. différencier. D'accord. Donc, en effet, donc, un pervers narcissique et bon, pour ma part, je pense que c'est comme on dit un vampire énergétique, parce que le pervers narcissique jouit dans la destruction de l'autre. On va dire c'est son objectif premier. C'est en fait plus vous allez mal et mieux il va aller. En fait, c'est en vous écrasant que lui va se donner de la valeur. Ce qui rejoint l'idée tout à l'heure de Christine en disant que ce sont des personnes qui sont des dépendantes affectives. Comme elles sont mal construites, elles sont mal équilibrées, elles ne peuvent vivre qu'à travers l'autre. Donc ça, c'est ce qui définit aussi le pervers narcissique. Alors, comment les différencier entre un pervers narcissique et un manipulateur? C'est que le pervers narcissique ne culpabilise jamais. Après, il peut y avoir des stratégies de culpabilité, mais en général, on arrive à les déceler. C'est-à-dire que lui ne se remet jamais en question et lui, peu importe que vous sentiez bien ou mal, lui, il a fait ce qu'il avait à faire et après, c'est votre problème. Comme c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui gère la relation, il va toujours faire en sorte que de toute façon, tout vous retombe dessus. Voilà. Donc, si même vous vous sentez mal à cause de ses propres comportements, il va réussir à vous faire croire que c'est à cause de vous que vous ressentez ainsi. Voilà. Donc, le pervers narcissique, voilà, n'est que là-dedans. C'est quelqu'un qui est manipulateur, qui est menteur et qui ne dessert que ses intérêts. Alors, lorsque je dis souvent que ce sont des personnes dénuées d'affect, c'est qu'elles ne sont pas dénuées d'affect, on va dire, en société. Ce sont des personnes qui sont, au contraire, toujours très charmantes, très séduisantes, très charismatiques. On va dire, ils ont une valeur très souvent supplémentaire à toute autre personne lorsqu'on les retrouve dans une soirée ou autre. Mais justement, c'est seulement grâce à cela ou à cause de cela qu'ils peuvent briller en société. Tandis que quelqu'un qui est manipulateur peut vous manipuler pour des objectifs bien précis, mais il ne va pas forcément être content de vous faire du mal. Il manipule soit parce qu'il veut effectivement vous avoir, ou soit il a ce fameux besoin de contrôle, mais quelquefois le manipulateur, donc qui n'est pas pervers narcissique, peut regretter de vous voir malheureux ou malheureuse. Ça peut exister, que ce soit une manipulation consciente ou inconsciente. Voilà. Son objectif n'est pas de vous détruire, mais simplement, on va dire, peut-être de vous contrôler ou avoir une emprise sur vous, dans les grandes lignes. Oui, le pervers narcissique nous culpabilise, effectivement, j'ai vu le message. En fait, je pense que le pervers narcissique, il ne nous considère pas comme une personne, parce que lui-même ne se considère pas comme une personne, donc doué de sentiments, d'empathie, etc. Donc, il nous considère plutôt comme un objet qui lui permet d'accéder, lui, à certaines fonctionnalités. Voilà. Du plaisir, des preuves d'amour, voilà. Donc, finalement, comme il se nourrit de notre détresse, ça lui fait absolument pas mal parce qu'on est un simple objet. Il me semble que c'est ça, par rapport au manipulateur. Tout à fait. Et la différence aussi, c'est que le pervers narcissique, il y a toujours cette sensation de souffler de l'air chaud et de l'air froid. On va dire un simple manipulateur peut être constant, on va dire, dans ses agissements. Mais le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est capable de beaucoup vous donner, qui est capable de vous retirer tout aussi très rapidement, mais simplement de façon stratégique pour être sûr que vous soyez sous son emprise. Et dès lors qu'il sent que vous risquez de vous éloigner, c'est là qu'il se rapproche de vous et ainsi de suite, et c'est ça. Voilà. Comment on pourrait établir les différences entre les deux. D'ailleurs, il cible les personnes qui ont tendance à avoir un manque de confiance en elles ou qui ont subi des grandes dévalorisations. Donc, dans la première phase de la relation, il va justement valoriser cette personne, jusqu'à ce qu'elle devienne bande de lui pour se sentir à l'aise. Effectivement, il alterne la base et le câlin. On dit, voilà. Donc, ensuite, ça va être le moment où il va se retirer de la relation et penser à sa phase de dévalorisation. Voilà, c'est en cela que tu disais, il alterne le froid et le chaud. Tout à fait. Dans les relations toxiques,
Dans les relations toxiques, on parle ici de pervers narcissiques, de manipulateurs, de vampires énergétiques. Est-ce qu'on parle d'autres types de personnes qui peuvent générer des relations toxiques? Et est-ce que chacun d'entre nous peut, à un moment donné dans sa vie, devenir toxique pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre? Alors, je ne sais pas si on va être d'accord sur le sujet, mais ça va être intéressant avec Christine. Donc, voilà, de la partie psychanalytique, effectivement, il y a d'autres types de personnes qui ont des... Il y a ces fameuses personnes qu'on nomme psychotiques. Donc là, je vais surtout parler des personnes qui sont soit schizophrènes, soit paranoïaques, mais on va dire non décelées et non stabilisées par traitement médicamenteux. C'est-à-dire de par leurs agissements, de par justement le fait de se méfier de tout et de tout le monde, d'être dans cette théorie du complot, de penser d'être le centre du monde, on va dire, où on va tout le temps s'intéresser à eux, ils vont penser qu'on parle tout le temps d'eux. Donc, ce sont des personnes qui sont très difficiles à vivre et à cerner parce que finalement, on est soit avec eux, soit contre eux. Donc, ce qui se passe, qui passe toujours, pour surtout le schizophrène, qui est un peu, comme on dit, un Dr Jekyll, un Mr Hyde, c'est-à-dire, à un moment donné, s'il va se sentir un peu loin de vous, il peut avoir des retournements de situation, aussi bien psychologiques, psychiques et même, et même physiques, où voilà, ça peut se retourner contre vous. Donc, ce genre de relation peut être uniquement toxique. Il y a d'autres personnes aussi, donc ce sont toutes ces personnes qui souffrent de troubles narcissiques, dont font partie les pervers narcissiques, mais qui ont simplement ce problème d'estime d'elles-mêmes, qui vont finalement faire tourner le monde autour d'elles en se considérant seulement eux dans leur relation et pas l'autre, ce qui fait que la personne en face va être en souffrance parce qu'elle ne va jamais avoir de valeur ajoutée. Et sinon, il y a ces fameuses personnes état limite ou borderline, on va dire qu'elles sont toujours en train de surfer sur la limite entre les simples névrosés et la psychose. Ce sont des personnes qui vont être très souvent addictes, des personnes qui vont toujours jouer avec la loi et qui ne sont jamais, on va dire, très stables. Et on sent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent, on va dire, décompenser. Ce sont des personnes qui sont plutôt agressives. Donc, effectivement, comme on a pu le dire lors de précédentes conférences, personnes qui peuvent être très passionnantes à vivre et très intéressantes parce que du coup, ils nous emportent sans cesse avec eux, on va dire, dans leur pseudo-délire ou dans leur équilibre qui est plutôt assez fragile, mais qui sont voilà, des personnes épuisantes. Parce que toujours dans l'agressivité, toujours dans cette quête aussi de retrouver cette fameuse fusion qu'ils ont perdue, ils sont aussi vampirisants. Alors, je vais laisser la parole à Christine, mais je vais juste donner mon point de vue par rapport à la toxicité. Voilà. Nous, alors, en psychanalyse, pour ma part, j'ai beaucoup travaillé donc, sur les liens. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'y a pas de relation toxique déjà sans personnalité toxique. Donc, pour ma part, s'il n'y a pas une des deux personnes qui est dysfonctionnelle en relation, il ne veut pas y avoir une relation toxique. Si deux personnes sont équilibrées et à la rigueur, même si elles ne s'entendent pas, elles ne s'emboîtent pas, vont peut-être avoir l'intelligence de se séparer ou donc continuer leur chemin différent. Voilà. Mais je sais que Christine va avoir un autre son de cloche très intéressant au niveau de la kinésiologie. Voilà. Je pense qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on est deux dans une relation toxique. Alors, c'est un peu embêtant parce que là, on vient de repérer des grosses personnalités toxiques. Mais simplement au quotidien, on peut vivre des relations qui peuvent être toxiques, comme je disais tout à l'heure, à 20%, 30%. Imaginons que j'ai un petit souci d'abandon et mon enfant intérieur n'est pas complètement guéri par rapport à cette blessure d'abandon et que je sois en contact dans mon couple avec une personne fuyarde qui prend la fuite, qui n'est pas là pour moi. Cela va me mettre dans l'insécurité. Je vais souffrir de son manque et parce qu'il va simplement appuyer sur ma blessure. Si j'en reste là, je vais souffrir de plus en plus et ça ne servira à rien et ça va rester toxique. Pourtant, les personnalités ne sont pas forcément toxiques, j'ai simplement une blessure. Alors, l'important, c'est d'en prendre conscience et surtout de prendre conscience de sa part de responsabilité. C'est très important. Alors, comme tu disais, dans une relation toxique, il y a une intrication. C'est-à-dire que s'il y a un dominant, il y a un dominé. Et il y a une intrication qui devient toxique.
parce que deux dominants ensemble ne s'emboîtent pas, deux dominés ensemble ne s'emboîtent pas non plus, ça n'est pas toxique. Et par contre, là, dominant-dominé, il y a un emboîtement. Alors, souvent, je rencontre que des dominants. Et la question qu'il faut se poser, c'est peut-être pas pourquoi je rencontre toujours des dominants, mais pourquoi moi j'accepte d'être dans ce rôle de dominé. Voilà. Et donc, ça m'amène au travail de prise en charge de ma responsabilité pour pouvoir guérir cette blessure. Alors, concernant les vampires, il y a un livre très intéressant qui s'appelle Les vampires psychiques. Comment les reconnaître et comment leur échapper, du psychiatre Stéphane Clerget. Et pour ce qui est des personnes qui nous empoisonnent l'existence, il y a Ces gens qui nous empoisonnent l'existence de Liliane Glass. Alors, c'est un livre que vous pouvez trouver en audio sur YouTube, gratuit. Il y a 2 heures d'enregistrement audio, donc vous pouvez tout à fait en prendre connaissance. Il est édifiant. En kinésiologie, donc, on utilise de toute façon dans nos protocoles les listes de relations toxiques et nocives de Liliane Glass. C'est un livre grand public. Hein. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette première partie. Pour le moment, non. Il y a eu des réactions qui étaient tout à fait en accord avec vous sur le manipulateur a des regrets, le pervers a du plaisir. Voilà, il y a eu un commentaire sur Dr Jekyll et Mr Hyde Oui, et de la double personnalité. Voilà, donc les personnes suivent et attendent, je pense, la suite qui est, Alors, je vais te repasser la parole parce que on en est à comment la prendre en charge pour la guérir. Hein, cette relation. Tout à fait. Moi, j'ai parlé de ma part, prendre sa part de responsabilité, mais tu as d'autres outils. Tout à fait. Donc, pour ma part à moi, comment faire pour prendre en charge et guérir de cette relation? La base, vraiment, c'est l'identification. Voilà. Maintenant, je me rends compte que je suis dans une relation toxique. Qu'est-ce que j'en fais? Donc là, ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure, avec prendre chacun sa part de responsabilité. Ça peut être important selon les cas de toxicité, d'essayer de se renseigner, de savoir finalement quelle est la structure, on va dire, psychique de la personne en face, tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour savoir est-ce qu'elle peut évoluer vers le positif ou non. Si on a identifié qu'on était face à un pervers narcissique, bien évidemment, à part la fuite, bon là c'est de la théorie parce que ça peut être difficile sur les faits, ça peut être que la fuite parce que ces personnes-là ne guériront jamais et de toute façon, il n'existe aucun traitement médicamenteux et de par leur structure, de toute façon, qui est complètement scindée, on peut rien y faire. Donc si on sait ça, au moins on se dit, on peut rien y faire et ça ne changera jamais. Voilà. Donc ça peut être intéressant d'identifier la structure de l'autre. Puis, une fois que c'est plus ou moins identifié, il est intéressant de se poser la question à soi-même, de se demander justement à moi, quelles sont mes propres formes d'attachement à moi et quels sont mes propres mécanismes de défense. Ce qui rejoint totalement ce que disait Christine, la question c'est pas pourquoi je ne tombe sur des dominants, la vraie question que je pose souvent aussi à mes patients, c'est au final la question c'est pourquoi vous êtes capable d'accepter cette situation, pourquoi vous êtes capable d'accepter l'irrespect inacceptable. Voilà. Donc, très souvent, bon, après, c'est ce qu'on utilise en psychanalyse, c'est d'aller un peu fouiller ce qui s'est passé dans la propre enfance, effectivement, savoir est-ce que c'est quelque chose que nous avons vécu nous-mêmes avec nos propres parents, est-ce que c'est dû à certains événements familiaux qui ont été là, ou au contraire aussi, est-ce que ça peut être dû simplement à une reproduction d'un schéma familial. Donc, on peut retrouver en psychogénéalogie. Est-ce qu'aujourd'hui, dans mes relations, je suis dominée et est-ce qu'effectivement dans toute ma lignée familiale il n'y a eu que des femmes dominées, voilà, est-ce que finalement ce que je ressens aujourd'hui ça m'appartient ou ne m'appartient pas. Ça aussi ça peut être important dans son travail de prise en charge et de guérison, parce que qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a compris ces formes d'attachement personnel, ces mécanismes de défense, une fois aussi qu'on se rend compte de comment est l'autre personne, savoir s'il y a une possibilité d'évolution ou pas, qu'est-ce qu'on en fait?
Alors, ce que je dis, moi, en premier, c'est vraiment de faire le deuil de cette relation idéale qui n'aura pas lieu. C'est-à-dire de se dire, peut-être que j'ai connu quelques bons moments avec la personne, mais que ces moments, finalement, n'ont peut-être pas été des vrais moments d'amour si on parle d'une relation de couple, et que finalement, il faut que j'accepte qu'il n'y aura jamais rien d'autre de meilleur qui pourrait exister entre nous, quel que soit le type de relation. Ça peut être aussi une fois qu'on a identifié une relation toxique avec son père, avec sa mère, qu'on accepte et qu'on réussit à comprendre, savoir un peu pourquoi notre propre parent est toxique avec nous. Voilà, c'est accepter que ça ne pourra pas être différent. Donc, une fois que ça a été intégré, finalement, ça va être que nous-mêmes qui allons pouvoir faire quelque chose dans la relation. C'est-à-dire, quand je parle de reprendre sa place, de se repositionner dans le but de souffrir le moins possible, de se faire le moins mal. Souvent, ce que je dis, c'est voilà, lorsqu'on découvre une relation toxique qui nous fait souffrir, la question est, est-ce que je vais avoir moins mal en restant en contact avec la personne, même si je sais que ce ne sera jamais équilibré, ou est-ce que tout au contraire, j'ai intérêt à couper contact avec la personne? Et ça, c'est vraiment personnel. Ça, on ne peut pas se permettre de juger, on va dire, le choix de chacune personne. Vas-y, Christine, c'est quelque chose à dire. Non, je voulais simplement dire que cela appartient au libre arbitre de la personne. On ne peut pas travailler sur, par exemple, en criminologie, sur une demande que la personne ne fait pas. Je ne peux pas aider une personne à faire le deuil d'une relation si elle ne se sent pas pour l'instant. Et si elle veut encore supporter jusqu'à une limite extrême, cela ne nous appartient pas. C'est le libre arbitre de la personne qui est en souffrance. Et sa propre capacité à oser aller, comme j'y touchais, mettons, si on parle de papa ou maman, ben de se dire que papa ou maman sont imparfaits, qui n'ont pas pu faire mieux, et finalement, ben, qu'est-ce que j'en fais de tout ça, quoi. C'est vraiment aussi chic. Voilà. Donc, il me semble que Christine, maintenant, on va sûrement commencer à parler. Alors, on a quasiment terminé la partie sur les relations toxiques. On va y revenir après dans les actes psychomagiques. Mais donc, s'il y a des questions concernant cette première partie, peut-être ce serait bien de les poser maintenant. Et Laetitia, peut-être. Là, oui, Daniel nous a écrit, le problème est que certains ne veulent pas se soigner prétendant ne pas être malades. Et dernièrement, donc, sur la plage avec Alice, on avait eu cette question, prétendant ne pas être malade, mais pour certaines personnes, pour certains cas, ces personnes ne sont pour elles pas malades ou ne sont pas toxiques. Donc, il y a le fait on repart sur la question d'en prendre conscience. Les personnes qui sont dans cette relation toxique peuvent en prendre conscience, mais les personnes qui ont qui sont pervers narcissiques ou manipulateurs n'ont pas forcément conscience, c'est bien ça, de la façon de faire. Mais notre but, ce n'est pas de soigner un pervers narcissique, parce que d'abord, on ne les voit jamais, cabinet. Je ne sais pas si tu en as vu souvent. Ou alors, s'ils viennent pour faire du théâtre, dans un but bien précis, du spectacle. Et donc, on voit tout de suite que cette personne n'a pas du tout envie de se remettre en cause. Nous aidons plutôt les personnes qui sont en contact avec les pervers narcissiques, et souvent, on leur dit fuyez. Voilà, il n'y aura pas d'autre solution pour vous. Nous arrivons. C'est, je pense, Jean-Paul qui nous dit les expériences douloureuses peuvent créer des toxicités. Et moi, je rebondis par rapport au fait qu'une relation, quand on ne veut pas s'en séparer, c'est qu'on se souvient des bons souvenirs et on a peur de prendre la décision de tout arrêter. Et est-ce que c'est à partir de là que la toxicité naît parce qu'on n'a pas envie de partir, on garde que les bons souvenirs, le cerveau est bien fait pour ça. Voilà. Est-ce que les expériences douloureuses créent notre toxicité aussi? Alors moi, je comprends la question, mais finalement, est-ce que ces expériences douloureuses sont des expériences répétitives? Donc, se pose la question de pourquoi c'est forcément toujours douloureux, mes relations. Qu'est-ce qui se passe pour que ça se passe dans la douleur? Et ensuite, est-ce que c'est ce qu'on disait, ce fameux phénomène d'emprise?
finalement qui est là pour qu'on puisse accepter ce genre de relation. Je ne sais pas si j'ai été claire, c'est-à-dire à un moment donné, si lorsqu'on a fait un travail sur soi avant, ce n'est peut-être pas possible, c'est voilà, je me respecte et même si je pense aimer cette personne, je trouve quand même qu'elle a certains points positifs, les points négatifs sont prédominants, mais qu'est-ce qui fait que je veuille toujours continuer avec cette personne? Souvent, est-ce qu'on n'est pas dans une compulsion de répétition, justement, qui est due à ce qu'on a pu connaître dans notre petite enfance ou de ce qu'on nous a transmis? C'est ça, je pense, plutôt la réelle question, parce que est-ce que des expériences douloureuses nous font devenir toxiques? Ça veut dire que, oui, en gros, ça veut dire, oui, on a pris des coups, on va dire, façon de parler dans les relations, et qu'aujourd'hui, je suis un peu dans la revanche, je suis un aigri, et que maintenant, je veux faire payer les autres. Ça serait ça, la question, ou pas, finalement? C'est pourquoi ça deviendrait toxique parce que j'ai souffert? Moi, je sais Alors, pas. moi, je l'ai compris comme une tendance à l'idéalisation, que souvent, on se rappelle des relations passées en les idéalisant et en se rappelant que les bons souvenirs, hein, et que du coup, on reproduit un peu les mêmes erreurs parce qu'on a une tendance à l'idéalisation dans la relation. Alors là, il nous a dit que c'est écrit sur des relations antérieures. Les Oui. expériences douloureuses peuvent créer des toxicités sur les relations antérieures. Alors, est-ce que la question, je suis embêtante, et que maintenant, je suis en contact encore avec ma relation intérieure et du coup, ça devient toxique parce que je suis encore en contact avec eux? Ou est-ce que parce que je n'ai eu que des relations douloureuses, qu'aujourd'hui, je vais automatiquement être dans des relations toxiques? Moi, je pense que ça vient de la fameuse question de remise en question personnelle. C'est aujourd'hui, est-ce que j'ai réussi à me remettre en question? Est-ce que j'ai identifié et qu'est-ce que je veux réellement? Aussi la question de j'ai vécu ça dans telle relation antérieure, j'ai peur de le revivre, alors je vais voilà, faire attention, je vais être sur mes gardes ou je vais ne pas vivre pleinement cette relation familiale, amoureuse ou de travail. Ça peut être ça aussi. Donc apparemment, j'en ai dû répondre à la question parce que j'ai vu le commentaire comme quoi c'était tout à fait ça. Donc très bien. Voilà. Malgré le décalage, malgré le problème de débit, voilà, on fait intuitivement, c'est bien. D'autres questions? Non. Ma question, c'est certainement, pouvons-nous passer à la deuxième partie qui est la psychomagie? Et oui, Laetitia, 45 minutes, non. Combien? Une heure pour la première partie. On va faire peut-être un petit peu plus court. De toute façon, la psychomagie, on va en reparler bientôt, puisqu'il y a un atelier de prévu le 17 juillet sur la plage. C'est toi qui l'organise. Et j'espère que vous vous inscrirez nombreux parce que ce sera une partie beaucoup plus pratique. Voilà. On apprendra à faire des actes magiques sur mesure. Voilà. Et pour toi, Alice, tu refais des relations toxiques? Oui, effectivement. Et pour ma part, pour des personnes qui veulent en savoir un peu plus, je fais des ateliers qui durent 4 heures, hein, donc du théorique et de la pratique aussi avec des actes symboliques. Bon, le prochain, alors moi, je quitte un petit peu la région pour mes ateliers. Bon, ce week-end, par exemple, je suis à Montpellier le 4 juillet pour les relations toxiques. Ensuite, je serai le 12 juillet sur Avignon, concernant le même thème. Puis le 1er août à Romans-sur-Isère. Bon, après, pour ce qui est du côté plus local, je recommencerai plutôt à partir de septembre-octobre dans la région. Voilà. D'accord. Le 31 Donc, septembre, juillet, on va reprendre nos activités. Oui, tout à fait. Également, hein, avec des nouveaux ateliers. Voilà. Moi, je vous accueille tous les deux le 17 juillet sur la plage et le 31 juillet avec Alice sur la plage de la Ciotat le matin. C'est ça, la psychogénéalogie. Tout à fait. Alors, sur la psychogénéalogie, hein, pour moi, oui. D'accord. Et donc, le 31, ça sera sur la synchronicité aussi. Je crois qu'on se suit. C'est ça. Voilà. Peut-être que je viendrai à ton atelier. Quelle chance. C'est intéressant. Alors, on avait envie de vous parler de la psychomagie parce que c'est une technique qu'on utilise toutes les deux. Et c'est très intéressant pour traiter du thème des relations toxiques. Voilà. Donc, pour redéfinir rapidement la psychomagie, on va utiliser la force d'un symbole
pour agir sur l'inconscient de la personne qui va faire une action concrète et rationnelle, mais qui peut sembler irrationnelle, mais qui va avoir un impact émotionnel assez fort sur l'inconscient. Alors, l'histoire de la psychomagie, pour le terme, on l'avait déjà dit la dernière fois, c'est Alejandro Jodorowsky, qui est un artiste franco-chilien, qui était scénariste de bande dessinée, réalisateur, qui d'ailleurs a aussi sorti dernièrement un reportage sur la psychomagie, un art pour guérir, donc un film, reportage, et des manuels de psychomagie. C'est à partir de ses travaux sur le tarot qu'il a défini ce terme. Mais la psychomagie est un art qui existe depuis des générations, puisqu'elle est basée quand même sur la pensée sauvage, la pensée magique. Donc, à ce titre, vous avez un livre très intéressant d'Elisabeth Horowitz qui s'appelle « Pratiquer la pensée sauvage », qui est vraiment très intéressant et qui définit et qui donne pas mal d'exemples aussi. Voilà, donc on n'agit pas sur le raisonnement logique, sur l'analyse formelle, ça s'appuie sur l'analogie, la similarité, la ressemblance, les associations d'idées, la théâtralisation aussi, puisqu'on va mettre en scène, quand on fait un acte magique, une action. Donc, et le but, c'est vraiment d'impressionner notre inconscient. Alors, il y a aussi l'école de Palo Alto dans les années 50 qui utilisait les thérapies familiales et notamment les thérapies brèves. Et il utilisait aussi des actes symboliques, bien qu'il n'y avait pas de terme acte symbolique. Et puis, Moreno aussi, que Alice affectionne particulièrement avec cette technique du psychodrame. C'est la remise en situation familiale ou autre du passé qui ont pu être très douloureuses et qu'on va remettre en scène en prenant des personnages dans l'assistance. Et on va permettre de défiger des rôles qui sont figés et donc de réintroduire de la créativité pour sortir de ces problématiques. Alors concrètement, je vous parlerai après de comment ça se passe concrètement, mais vous avez, je pense, tous quasiment eu des actes magiques. Pour ma part, je sais que ça tombe systématiquement en fin de séance. Donc par exemple, les petits bonhommes allumettes, ça en est un, on l'a déjà pratiqué, la technique du verre d'eau pour rendre à l'univers des choses qui sont douloureuses. Après, il faut savoir que ça utilise le langage de l'inconscient et les symboles. Alors, pour l'inconscient, je vais passer la parole à Alice. Si tu peux nous parler un petit peu de comment l'inconscient s'exprime dans les rêves, dans les lapsus, voilà. Déjà, savoir comment il parle, parce qu'il faut savoir que l'inconscient ne comprend pas les mots. On ne peut pas lui raconter, lui dire « je ne veux plus ceci » ou « je veux cela ». Il comprend les images, il comprend les impressions, il comprend tout un tas de choses qui sortent dans les rêves, même dans les lapsus et les actes manqués, si tu peux en parler un petit peu, et aussi passe par le symbole. Donc, je te donne la parole et je reviendrai vers vous pour le symbole. D'accord, très bien. Donc, effectivement, comme disait Christine, l'inconscient n'est pas concerné par le langage. Il va plutôt se fixer sur des événements de vie, sur les émotions qui ont été ressenties à un moment présent. Et pourquoi cela peut ressortir, on va dire, pourquoi cela peut être enfoui et pourquoi cela peut ressortir à certains moments donnés de notre vie, c'est parce que l'inconscient, comme je dis à chaque fois, n'a aucune notion de temporalité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fixé sur un sentiment, une émotion ou une image, c'est comme si elle pouvait se promener de façon permanente dans notre, on va dire, dans notre cerveau. Et un petit peu, c'est l'inconscient qui va un peu faire le tri et décider de ce qu'il veut faire de nous. Parce que finalement, on ne maîtrise rien. On vit, on va dire, la vie au présent dans notre état de conscience. Mais en fonction des mécanismes, on va dire, de défense que nous utilisons, c'est lui qui va décider de dire hop, ça je le mets dans la case déni, ça je mets dans la case justement rêve ou autre. Donc justement, ce qui est très important aussi avec un outil avec lequel on travaille beaucoup, ce sont les rêves. Donc tout d'abord, il faut savoir que le rêve est un message de l'inconscient.
Et ce qui est différent, on va dire, par rapport au fait de se souvenir de choses comme ça, c'est que l'inconscient, finalement, est un mix en fait, de la réalité telle que lui l'a interprétée, on va dire ce qu'on appelle la réalité brutale, qui n'a pas été adoucie, on va dire, par, notre, par notre état, on va dire, de conscience. C'est ce qui peut faire que quelquefois, on fait des rêves totalement bizarres ou dans le fait où il va venir mélanger des choses qu'on a vécues aujourd'hui avec un appartement dans lequel on a vécu il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'en fonction de nos propres fixations et de notre façon de fonctionner, lui, à un moment donné, il va dire des messages: « Ah mince, si tu comprends pas aujourd'hui que les messages que je peux t'envoyer aussi de façon corporelle lorsqu'on commence à somatiser, ben, lui, il va se dire, on va essayer de décharger ça de façon inconsciente. Je vais essayer d'atteindre donc la personne que tu es en t'envoyant des signaux un petit peu forts lorsque tu dors. Et ce qui est passionnant pour nous et compliqué aussi, On t'a perdu, Alice. Tu vas revenir dans quelques secondes, je pense. Alors, Christine. Fais le micro. Oui. Est-ce que c'est bon, là? Moi, je t'entends. D'accord. Ok. Donc, Alice parlait du rêve. On voit si ça se rétablit. Il y a aussi les lapsus, les actes manqués, les accidents. Hein. Parce que souvent, on se dit, je vais entreprendre une action et puis finalement, se passe qu'à partir du moment où je me mets en phase avec l'action que je veux accomplir, il y a des accidents qui peuvent se produire. Hein. Et donc, un petit peu, on en a parlé sur la synchronicité, ça peut être des messages de notre inconscient. Hein. Donc, Freud, je crois que c'est Freud qui disait, l'inconscient essaie de libérer une émotion par anticipation d'une situation qui se produira quelques jours plus tard. Hein. Donc, un acte manqué, c'est équivalent à un aveu. Hein, c'est ce qu'il disait. Donc, essaye de voir si tu as à nouveau la parole. Alors, est-ce que ça passe pour toi, Laetitia? Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Donc, effectivement, si on parle de Freud, lui disait aussi que le rêve est l'accomplissement déguisé de l'inconscient. Donc, pour ce qui est des rêves. Hein. C'est-à-dire qu'il véhicule un message et finalement va apprendre à la personne quelque chose, quelquefois, qu'elle ignore sur elle-même. C'est pour ça aussi que ça peut sortir de façon brutale pour justement marquer l'inconscient de qui se passe. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas, on va dire, juger, analyser un rêve sans l'interprétation de la personne. Parce que si on prend, mettons, le cas d'un chien, pour certaines personnes, ben, un chien, je veux dire, ça va être super, ça va représenter la fidélité, le côté, on va dire, adorable, sympathique. Mais pour d'autres personnes, ça va interpréter plutôt le danger. Si la personne s'est fait mordre ou si dans sa famille, on n'aime pas les chiens, important. Vous m'entendez? C'est reparti? Laetitia, c'est bon pour toi? Très bien. Il faut aussi savoir qu'on rêve tous, mais évidemment pas avec la même intensité. Par exemple, un bébé, lorsqu'il dort, un nourrisson passe 80% de son temps à rêver, tandis que nous, lorsqu'on devient adulte, on ne passe que 30% de notre temps de sommeil à rêver. Donc, ce qui fait que certaines personnes, bon après c'est une moyenne sans rappel plus ou moins bien, mais j'ai envie de dire, si on doit s'en rappeler, c'est que l'inconscient a un message à nous faire passer, justement pour qu'on puisse avancer. Donc, Christine aussi parlait de ces fameux actes manqués, de ces lapsus. Alors, lorsqu'on parle d'actes manqués, nous on dit les psychanalystes que justement l'inconscient, lui, ne manque pas son acte. C'est-à-dire, ça peut être le fait d'oublier un rendez-vous. Moi, j'ai des patients, quelquefois, ils ont complètement oublié de venir me voir. Ça, c'est un acte manqué. Qu'est-ce qui peut se passer en termes d'accident? C'est comme si je sais aujourd'hui que je passe mon bac, sur le chemin voilà, de l'examen, je me fous de la cheville, je me fais mal. Enfin, j'ai quelque chose qui va m'empêcher d'aller passer cet examen.
Donc, c'est ça qu'on peut parler aussi en termes d'actes manqués. Il y a ces fameux lapsus aussi, il y a 2 sortes de lapsus. Effectivement, quand on emploie un mot pour un autre. Bon, nous, c'est très intéressant, comme on dit, ça nous donne du matériel en séance, hein, pour me dire: «Ah mon Dieu, pourquoi en voulant parler de ma belle-mère, j'ai utilisé le mot chèvre?» Non mais voilà, c'est des situations auxquelles j'ai déjà eu à faire, donc voilà, qui sont bon, très décalées et très drôles. Mais voilà, donc on va passer l'inconscient, voilà, lui va nous faire passer les messages et par les rêves, et par les actes manqués, et par ces fameux lapsus, quand il ne passe pas, bien évidemment, par le corps, hein, dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Est-ce que j'ai réactivé le micro là ou pas? On t'entend. Merci. Je pense qu'il faut qu'on coupe, qu'on alterne. Oui, donc. Excuse-moi, j'ai réactivé. C'est bon? Non? Est-ce que toi tu m'entends? Parce que moi je m'entends. Ouais? Sûr, hein? Bon bah super alors. Mais moi je m'entends pas. C'est bizarre. Ok. Donc cet inconscient finalement il vient nous parler par ses actes manqués, il vient nous parler dans les rêves. Et nous ce qu'on aimerait bien et ce qu'on fait, c'est d'aller nous adresser directement à cet inconscient. Donc c'est un acte, on va dire conscient, pour aller toucher l'inconscient et pour aller lui faire comprendre des choses. Donc dans les relations toxiques notamment, on va utiliser des actes symboliques qui vont être des actes souvent réparateurs et qui vont s'adresser à l'inconscient pour lui faire comprendre par des images, par des symboles, que nous ne voulons plus, par exemple, d'un certain type de relation. Voilà. Alors, je vais donner un exemple concret parce que j'en donnerai plusieurs après. Mais un exemple concret, une personne qui vient me voir avec une relation au travail qui est trop lourde et trop pesante. Dernièrement, la semaine dernière, on a travaillé sa relation au travail, c'est-à-dire sa part. Elle n'a pas changé de travail. On a travaillé sur les stress que ça représentait. Et en acte magique, je lui ai demandé de penser à ce que représentait le travail dans sa vie. Elle voyait comme une pierre, comme un boulet qu'elle avait à la cheville qui l'empêchait d'avancer. Donc l'acte magique étant de prendre une pierre assez grosse et de lui donner ce pouvoir d'être mon boulet, c'est-à-dire ma relation au travail. Donc je fais une passation d'énergie sur la pierre et je lui donne ce rôle-là. Et ensuite, je peux noter même le boulet ou tout ce qui est en relation avec ma relation avec le travail. Et ensuite, je vais me débarrasser, je vais faire un acte concret pour me débarrasser. Donc là, comme on était en confinement, je crois à l'époque, elle est allée jeter son énorme caillou dans le port de Sanary. Et ça a super bien marché, a priori. Voilà. Donc c'est un exemple d'acte magique. Donc on utilise beaucoup le pouvoir du symbole. Le symbole, il faut savoir que souvent, si l'esprit, ça c'est encore Freud, désolé, si l'esprit ne symbolise pas, il somatise. Hein. Donc ça, on va utiliser ce langage symbolique, comme dans les rêves, pour justement pour éviter de somatiser, pour dire au corps, là maintenant, tu peux te débarrasser de ça. Donc on fait souvent une analogie, un rapprochement entre deux réalités, et il faut savoir que le symbole, il peut se lire et s'interpréter et nous parler à divers niveaux. Donc j'aime beaucoup la comparaison que fait Louise Doualin sur une dernière conférence que j'ai écoutée, sur le symbole et puis une maison. Elle fait un rapprochement entre une maison, c'est-à-dire dans une maison au premier étage, comme dans un symbole, il y a les fondations. Donc c'est la dimension universelle du symbole qui va parler à tout le monde, la dimension archétypale qui va être dans vraiment les fondations de l'édifice au premier étage. Donc, un symbole qui va parler à tout le monde. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pièces personnelles, comme la chambre à coucher, des choses comme ça dans une maison. Ça va être plus la dimension personnelle. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas donner des actes magiques tout faits. Parce que les actes magiques tout faits, ça va parler au premier étage, aux fondations, ça va être des archétypes. Alors que quand on fait un acte individuel, on propose à la personne de construire elle-même son acte magique, on va plus s'intéresser donc à ce que le symbole va évoquer chez elle et ce qu'il représente dans sa dimension personnelle. Bien sûr, il parlera également au plan universel. Ensuite, elle compare aussi certaines pièces comme le bureau,
à la dimension des mémoires passées. Donc ça, je ne m'appesantis pas là-dessus puisqu'on a parlé des mémoires familiales, ça en fait partie. Les pièces collectives, c'est intéressant, et partagées, elles donnent l'aspect culturel du symbole. Donc par exemple, des individus qui partagent les mêmes valeurs religieuses, voilà. Et ensuite, il y a encore un autre niveau qui est tout ce que le symbole va chercher, donc le toit, la toiture, le grenier, qui va être en résonance avec les fondations. Voilà. Alors après, sa vision des escaliers est sympa aussi, puisque les escaliers, l'ascenseur, les couloirs mettent en lien différents niveaux de l'édifice. Et donc, quand on va proposer un acte magique, on va essayer de parler à tous les niveaux de l'édifice, hein. Donc, ce n'est pas nous qui allons dire à la personne, ben, tiens, ceci, c'est le symbole de l'amour, tu vas utiliser tel symbole. On va plutôt, donc en kinésiologie, on va plutôt tester. La personne nous propose, quand on parle de sa relation toxique et qu'elle l'identifie par exemple comme un boulet ou comme un poids, on va lui demander quel est le symbole qui lui vient à l'esprit, comment elle pourrait représenter par un objet, un animal, une émotion, une couleur, ce boulet. Et ensuite, on va lui demander de le matérialiser, de faire quelque chose avec pour impressionner l'inconscient. Voilà. Donc, la valeur du symbole est vraiment très, très importante. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alice? Ça me rendrait bien service. C'est une énorme partie après. Oui, par rapport au symbole ou par rapport aux actes libérateurs, si tu veux. Après, je vais passer plus dans la pratique. Voilà. Après, au niveau des symboles, tu n'as pas le son, je crois. Merci. C'est bon, merci. Donc oui, je disais, tu as tout dit pour moi concernant les symboles. Après, en actes libérateurs qui sont aussi importants, qu'on utilise aussi bien toi que moi, ce sont ces fameuses lettres. Voilà, lettres qu'on fait à l'ancêtre ou lettres libératrices à la personne avec laquelle on est dans une relation en souffrance. Ça peut être important aussi d'écrire, en plus de tous ces actes symboliques, en fait, qui sont des actes différents, car l'inconscient, il retient 98% de ce que nous écrivons. Donc, ça nous permet d'avoir une décharge mentale. Et ensuite, comme je dis, de renvoyer des bons messages à notre conscience et de ce fait aussi à notre inconscient. Voilà. D'où l'important aussi peut-être d'écrire nos rêves, parce que tout à l'heure, tu parlais des rêves. Oui, ça peut être. Alors, tout à Tout fait. peut être acte magique, hein. Donc, en pratique, je vais en parler un petit peu aussi, comment on procède. Alors, je n'ai pas envie non plus de spolier l'atelier du 17 juillet à 8h du matin où vous allez venir nombreux faire des actes magiques, que je vais vous faire tirer au sort en plus. Donc, mais quand même, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fonctionne par analogie. Voilà. On peut aussi imiter l'objet qu'on veut cibler. Voilà. Alors, je vous donne encore un exemple. Je vous donne encore un exemple concret. Tu m'entends, Alice? Oui. Ok. Un exemple concret, par exemple, pour moi, j'aime bien le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur, par exemple, dans une relation toxique, c'est la personne arrive, elle est de mauvaise humeur et puis elle me pompe en énergie, elle me pollue et elle me dit un certain nombre de phrases qui sont très, très négatives. Ce que je peux, c'est prendre des feuilles de papier, découper des petits bouts de papier, et à chaque fois que quelque chose m'est adressé alors que je n'ai pas envie de le prendre en charge, puisque ça ne m'appartient pas, la mauvaise humeur de l'autre, ça peut être des réflexions, ça peut être tout un tas de choses, je peux les écrire sur un papier et à un moment donné, je peux les remettre à l'envoyeur. C'est-à-dire, je l'ai déjà fait, j'ai suggéré par exemple, pourquoi ne pas mettre tous ces petits bouts de papier dans les poches de votre conjoint pendant qu'il est allé dormir, et comme ça, le lendemain, peut-être qu'il prendra conscience de tout ce qu'il vous dit, hein. Voilà, donc attention de ne pas faire un anti-acte magique. Alors, ça peut être aussi fabriquer une image. Donc, Elisabeth Horowitz en parle pas mal dans La pensée sauvage. Quand on fabrique une image, il n'y a pas de différence, en tous les cas dans les sociétés primitives, entre l'image et la personne. Donc ça, c'est fondamental. Par exemple, si je veux adresser un message à ma mère, je peux aussi prendre la photo de ma mère qui représente en fait ma mère. Ce n'est plus une représentation dans l'acte magique, ça prend une valeur qui est au-delà de la symbolique. Ça prend une valeur magique, c'est-à-dire que la photo est ma mère.
sais pas si vous comprenez cette espèce de transfert, c'est-à-dire ce pouvoir qu'on va donner à l'objet ou à la photo qui va représenter typiquement ma mère dans ce cas-là. Donc, je peux me mettre en place, en face, et je peux adresser en toute sérénité à l'image ce que je ne peux peut-être pas faire en direct face à la personne. Il y a un exemple qui n'est pas de moi, qui est donné dans son livre, que j'ai bien aimé. Un enfant qui dessine donc une main et qui dit « J'ai dessiné cette main qui me tripote en cachette, je te la rends, elle est à toi », dit le petit garçon à son père abusif, en lui tendant un dessin réalisé à l'aide de crayons de couleur. C'est un acte symbolique qui bouleverse l'inconscient, mais qui peut aussi bouleverser le géniteur et peut avoir une valeur vraiment importante. Voilà, on peut aussi employer une photographie quand le parent est trop présent, son énergie est trop prégnante, et on peut l'expédier plus loin. Par exemple, un enfant qui, à ses examens, a raté tout le temps parce que sa mère, très dominante, lui faisait réviser ses devoirs en étant vraiment très violente, et il était tout le temps en échec, en situation. Donc, c'est prendre la photo de la maman et puis l'envoyer à Tombouctou. Donc, on peut prendre une enveloppe et puis on va marquer une adresse qui est au bout du monde, de façon à envoyer la mère au bout du monde sans déplacer la mère réelle. Donc, avec les enfants, il faut savoir que ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup moins de barrières qu'avec les adultes. Et il faut que, avant de faire un acte magique, on le fera lors de l'atelier, il faut se reconnecter à son enfant intérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander au mental de comprendre ce qu'on est en train de faire. On s'adresse à la part d'enfant qu'on a à l'intérieur de nous et lui, il va comprendre. Voilà, j'ai encore plein d'autres exemples du vécu, des choses. Voilà, peut-être que tu as des exemples aussi à donner, mais c'est vrai que le temps passe. Il est presque 9 heures. Peut-être qu'on va passer à un petit peu de pratique. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense qu'on va passer à la pratique. D'accord. Ok, donc pour ce soir, on vous propose un questionnaire pour reconnaître une relation toxique. Donc, c'est Alice qui va vous proposer un certain nombre de questions. Je pense que ce n'est pas judicieux de répondre à chaque question et de prendre le temps. Peut-être prenez une feuille de papier et écrivez oui ou non à côté des questions en direct. Hein. Voilà. Et ensuite, vous comptabiliserez peut-être le nombre de oui. Et je pense que si vous êtes à plus de 50% de oui, voilà, vous êtes en pleine relation toxique. Pas forcément, je ne sais pas si c'est terminé. Donc, je passe la parole à Alice. Je vais te le remettre. Ça va. C'est bon, j'ai repris la parole. Donc, effectivement, c'est un questionnaire alors, que j'appelle pour différencier les relations ce sont des questions qui sont plutôt basiques, mais on va dire ça part de choses que j'ai expérimentées en cabinet avec mes patients, justement, quand on se posait la question d'une relation toxique. Alors là, je vais essayer de vous mettre à l'écran le questionnaire. Mais si vous n'arrivez pas à le voir, ne paniquez pas, je vais vous les lire une par une, parce que je pense que ça donnerait du tout. Hein. Les questions. Alors, après, si vous voulez, faites des commentaires en direct. Je ne sais pas, Laetitia, comment elle va interagir avec nous, mais j'aimerais bien savoir ce que peuvent répondre les personnes. D'accord. Le son n'était pas très bon, là, ça revient. Je vais passer mon poste à Alice pour qu'elle puisse expliquer et faire son commentaire. Ouais, c'est une blague, Laetitia. C'est-à-dire, je viens... on va faire un switch. Alors,
Là, je me suis remise sur le téléphone. Je suis en train de nager là, je sais pas. Alors j'entends encore la conversation de tout à l'heure. Alors, est-ce que tu m'entends bien ou pas? Oui, super. Qu'en est-il pour toi? Vas-y. C'est bon? Ouais. D'accord. Pour que Alice puisse prendre la parole. D'accord. Pour moi, c'est complètement inaudible. Mais du coup, je vais donner les questions. Et si tu veux, les personnes répondre en direct. D'accord. Alors, question numéro 1. Mon partenaire fouille dans mon téléphone et reconnaît qu'il le fait pour se rassurer, pour être sûr qu'il peut me faire confiance. Pour qu'elle puisse expliquer et faire son commentaire. D'accord. Alors, on en est où, Laetitia? Dis-moi, je ne t'entends pas. Alors, je n'ai plus parlé parce que j'entendais beaucoup de bruit. Là, D'accord. pour le moment, ça marche. Donc, la Là, première je question. C'est dans mon bureau. Alors, ma première question, c'était mon partenaire fouille dans mon téléphone et reconnaît qu'il le fait pour se rassurer, pour être sûr qu'il peut me faire confiance. Je n'ai pas de réponse pour le moment des personnes, mais on peut D'accord. continuer sur les autres questions. D'accord. Donc, est-ce que tu veux que j'enchaîne les questions ou que j'explique les réponses? Certainement pour expliquer la réponse à chaque question. D'accord. Donc, le fait que donc déjà, ce qui est toxique, c'est le fait que le partenaire fouille dans le portable de l'autre partenaire, parce qu'en effet, il y a cette histoire de respect de l'intimité qui est là. Et cet exemple, on va dire, concernait une personne qui était effectivement avec quelqu'un de manipulateur. Et quoi qu'il faisait, il le disait tout le temps que c'était pour lui, pour que le couple aille mieux. C'est-à-dire, il fouillait dans le téléphone de sa compagne. Et il lui dit, mais t'inquiète, hein, je sais que je ne trouverai rien, mais je le fais comme ça, je me rassure moi-même. Donc, c'était un petit peu prêcher le faux pour savoir le vrai. Et le fait de fouiller, voilà, est quelque chose de toxique, bien évidemment. Il y avait donc ensuite, mon partenaire me laisse sortir avec des amis sans me poser de questions. Donc, je passe à des interactions ou autres. Là, pour le moment, je n'ai pas d'interaction sur la réponse à tes questions. D'accord. Donc, en effet, cette question relève d'une relation saine, parce que lorsqu'on est bien dans un couple, là, on parle d'un couple amoureux, lorsque nous avons confiance en l'autre et qu'on sait qu'il n'y a pas de problématique au niveau du respect, donc finalement, on va laisser la personne avec laquelle on est avoir ses propres activités sans douter quoi que ce soit. Ensuite, on a de nombreuses personnes présentes sur Zoom qui je pense, répondent de leur côté à toutes les questions. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir répondre, expliquer les questions que tu poses. Et ça leur permettra d'avoir des réponses. Et si sur Facebook ou sur Zoom, les personnes souhaitent commenter, c'est avec grand plaisir, je partagerai ces commentaires avec vous. D'accord. Donc, je continue pour l'instant? Tout à fait. D'accord. Ma conjointe me fait une crise dès qu'une femme like une de mes photos sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pareil, c'est un cas que j'ai eu en cabinet. Un homme pardon, qui était sur un réseau social mais professionnel. Et sa femme, on va dire, elle était complètement désemparée dès que la femme allait aimer le profil de son partenaire. Donc là, c'est marrant parce que j'ai deux types de réponses. Tout le monde me dit oui, mais ça dépend de quel réseau social et comment le conjoint interagit. On va dire dans un cadre équilibré où on est sur les réseaux sociaux simplement pour communiquer et pour peut-être transmettre des informations. Voilà, on va dire la conjointe, elle, a été dans une jalousie pathologique. En fait, personne ne pouvait approcher son conjoint. Voilà. Autre question. Ma mère ouvre toujours mon courrier sans m'en demander la permission. Bon, ça, en général, on identifie assez facilement le côté toxique et contrôleur de la maman, donc forcément, c'est malsain. Ensuite, après une dispute, je peux faire le point avec mon partenaire et mettre en place des stratégies de communication pour que cela ne recommence pas. Très, très souvent, on me dit que ça n'existe pas. Si, bien sûr, ça existe. Quand des personnes, on va dire,
ont compris leurs différents modèles de fonctionnement et justement ont mis en place pardon, cette histoire de respect entre eux et de compréhension. En effet, moi, ce que je suggère, c'est une fois que la dispute est partie, que tout le monde est calme, justement, qu'on discute sur la prochaine façon d'agir, parce que des disputes, il y en aura encore, et de se dire, voilà, jusqu'où tu peux aller, jusqu'où j'accepte que tu me parles, je peux accepter tel mot, mais par contre, à partir d'aujourd'hui, il est hors de question, voilà, que tu t'adresses avec moi de cette façon-là ou que tu utilises telle expression. Et en général, il peut se passer que dans la prochaine dispute, les personnes respectent cela et sachent s'arrêter en temps et en heure pour éviter de se faire trop mal. Voilà. Autre question. Mon père me dit que mon métier est inutile et que je ne ferai jamais rien de bien dans ma vie. Donc ça, je pense que c'est pas trop compliqué de se rendre compte qu'on est plutôt face à un papa toxique, voilà, qui attend de nous que ce qu'il veut et qui vient aussi toucher son image personnelle ou qui peut être aussi jaloux inconscient. Mon meilleur ami n'accepte pas que je fréquente d'autres personnes que lui. Ça aussi, c'est des cas que j'ai rencontrés. Le meilleur ami pourrait texter qu'ils étaient tellement fusionnels, ils s'entendaient tellement bien tous les deux qu'en fait, il fallait qu'ils s'autosuffisent. C'est une relation de fusion. Et pour nous, en psychanalyse, dit fusion, dit relation déséquilibrée. Parce que justement, ce n'est pas quelque chose de simple d'être trop fusionné avec quelqu'un. Parce que comme on a dit tout à l'heure, on doit être suffisamment individué, on doit s'autosuffire. Et la relation avec l'autre doit nous apporter, on va dire, la cerise sur le gâteau. Donc là, on est aussi dans une relation toxique. Autre question. J'accepte le fait que ma compagne puisse aller faire ses activités de loisirs alors que je suis à la maison. Ça aussi, on est dans le cas de quelqu'un qui était jaloux et qui voulait absolument, on va dire, contrôler sa partenaire et qui ne comprenait pas qu'elle puisse le week-end faire autre chose que rester à côté de lui. Donc ça aussi, c'est d'être dans le respect de l'autre que d'accepter qu'elle ait son indépendance, ses propres activités. Et bien évidemment, le contraire serait plutôt quelque chose de toxique. Donc, j'enchaîne les questions, ça va Laetitia? Oui, ça va. D'accord, il n'y en a plus que 2. Donc ma partenaire décide tout à ma place parce qu'elle sait ce qu'il y a de mieux que moi, pour moi. Donc là, j'étais face à quelqu'un qui était un peu aussi dépendant affectif, qui avait un problème de valeur de lui-même. Et sa partenaire, elle, qui était quelqu'un de toxique et très contrôlante, avait réussi à lui faire croire que c'est elle qui devait prendre les décisions pour lui parce qu'elle le connaissait tellement bien qu'elle-même seule pouvait pouvoir décider pour lui. Donc là, on avait un peu de trait de perversion narcissique. Et finalement, oui, bien sûr, c'est très toxique de laisser l'autre décider à sa place, surtout quand elle ose présumer qu'elle sait mieux que nous. Voilà. Dernière question, qui peut être interprétée de 2 façons. Mon conjoint ne me réprimande pas car j'ai 30 minutes de retard à cause de mon responsable. Là, on parle d'une histoire professionnelle. Donc, souvent, j'ai les gens de la salle qui disent oui, mais ça dépend du comportement, ça dépend de ce qui se passe entre le responsable et la personne. Moi, j'ai envie de dire non. Vous êtes dans le cadre de votre travail, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe en termes de réunion ou en termes d'entretien avec votre responsable. Et votre partenaire, il n'a juste à comprendre, à accepter que quelquefois, vous ne c'est pas vous qui décidez en fait du comportement des autres. Et si ce jour-là, l'employeur a décidé de déborder 30 minutes, bon, bien ou pas bien, bon, peu importe. Mais c'est simplement vraiment cette histoire de confiance, de laisser la liberté entière aussi à l'autre et ce fameux respect. Voilà. Donc, c'était assez basique. Mais je voulais savoir si finalement tout le monde avait compris le sens de ces questions et des réponses. C'était le questionnaire pour reconnaître une relation toxique ou nocive. Oui. Et merci beaucoup d'avoir pu expliquer les tenants et les aboutissants de ces questions. Je pense qu'on va avoir quelques réactions. Le son n'était pas très bon tout à l'heure. Ah non plus. Donc, non, mais là, ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'on passe à la suite par rapport à Christine et les actes psychomagiques? Alors, il est 9h05. Je ne sais pas si tu m'entends. Tu réactives ton micro. J'essaye sur le micro d'Alice. On a échangé, nous on aime bien, on switch régulièrement dans les ateliers, en afterwork, en live, voilà. Donc, il est quand même 9h05, 9h10, ça fait une bonne heure et demie de conférence. Certains sont partis, nous en remercier, sont partis. Peut-être qu'on va faire simple pour un acte magique et je vous propose plutôt de les découvrir lors de l'atelier.
beaucoup plus sympa parce que ça va être trop long de faire plusieurs actes. Donc, on va en faire pour vous. Voilà. Ça peut être une nocivité, ça peut être une relation, une personne, mais ça peut être aussi une relation au travail ou autre chose, une nocivité quelconque. Vous allez essayer de définir quelles sont les émotions en pensant à cette personne ou en pensant à cet événement ou à ce travail qui vous viennent. Et vous allez prendre un petit morceau de papier comme ceci. Oula. Vous allez prendre un petit morceau de papier comme ceci, c'est tout simple, on va faire un exercice tout simple et on va se quitter dans la joie et dans la bonne humeur. Et vous allez noter sur ce papier, voilà, dans cette partie-là, vous allez noter les émotions dont vous aimeriez vous débarrasser. Il faudrait qu'il y en ait moins de 3, parce que normalement, quand on fait ce type d'exercice, on fait une fois l'exercice par émotion. Alors, imaginons que j'éprouve de la colère, je vais inscrire colère. Je peux l'inscrire en gros caractères. Je n'ai pas trouvé de stylo, en fait. Ah, d'accord. Et donc, imaginons que la colère a généré aussi de la frustration et puis que je me suis retrouvée muette. Donc, je vais écrire ces 3 émotions. Et dans la partie qui se trouve de l'autre côté, je vais marquer tout simplement que ces émotions tombent dans le verre et soient dissoutes. Voilà, c'est tout simple. Ça va nous reposer. Donc, pour les émotions, je vais prendre une petite minute. Donc, je vais lâcher ce soir le stress qu'on a eu par rapport aux connexions. Ça va nous faire du bien. Je vais lâcher aussi les contretemps qui m'ont mis en... Alors, ce n'était pas du stress, c'était un petit peu changement de rythme. Voilà, ça m'a un peu... Voilà, et puis... On était bien rythmés, en fait, dans les vidéos. Qui était de l'ordre des perturbations qui sont arrivées. Là, on ne sait pas pourquoi on a eu des perturbations. Et je vais demander, normalement, c'est mieux que ce soit un verre et pas un verre en plastique, mais là, je fais avec les moyens du bord. Et je vais placer ce papier, je peux le plier, je vais le placer sous le verre. Il ne faut pas le mettre dans le verre. On n'est pas dans une infusion là. On est dans, j'utilise le pouvoir de l'eau et je mets ceci sous le verre. Et je laisse 24 à 48 heures de façon à ce que ces émotions que j'ai confiées au verre et que j'ai confiées à l'eau ne sont plus à l'intérieur de moi. Ça y est, c'est magique. Pour moi, c'est fait. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on préconise un acte magique avec un patient, une patiente, avec, des fois, ça peut être une amie aussi, ça marche très bien, mais conseiller un acte magique, ça constitue en soi un acte magique pour celui qui le conseille. Voilà. Donc là, je viens de faire 2 actes magiques. Un pour moi et un parce que je vous ai proposé un acte magique. Donc, c'est quand même magnifique. Voilà. Donc, ça a une valeur symbolique et magique. Donc, le verre restera dans ton cabinet, Alice. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je préfère faire quelque chose de très court et je vous propose de me rejoindre pour faire des actes magiques donc personnalisés, hein, sur mesure, lors de l'atelier. J'amènerai du matériel, un petit peu de matériel, des stylos, des papiers. On peut utiliser aussi les éléments qui sont là. L'eau de mer, hein, c'est quelque chose de sacré. Hein. Il y a quand même une autre dimension avec le sel, la symbolique du sel qu'on utilise pour nettoyer les maisons, qu'on utilise pour pas mal de choses. Et donc, on utilisera ce qu'il y a sur la plage et j'amènerai des petits instruments, des petites choses. Hein. Souvent, on peut aussi rompre des pactes et être amené à les faire brûler. Donc, j'amènerai quand même de quoi faire brûler. Bon, j'espère que tout ça se fera tranquillement sur la plage. Voilà. Donc, je pense que pour aujourd'hui, moi, je vous remercie de votre attention parce que ça fait quasiment 2 heures, 1h45 de conférence. Je te remercie, Laetitia, de nous avoir proposé ce Zoom. Alors, ça ne marche plus à nouveau. Ça nous donne l'occasion de continuer à garder là un petit peu loin
ça coupe à nouveau. Donc, je vais reprendre les propos de Christine. On est sur la plage de La Ciotat avec Holistic Pop-Up. Ce sont des matinées bien-être et détente qu'on a lancées. Les pieds dans le sable à La Ciotat, tout le mois de juillet et d'août. Le 17 juillet, on se retrouve avec Christine pour ses actes magiques. On se retrouve aussi le 31 juillet. Alice, est-ce que tu peux prendre la parole pour expliquer cela? Moi, je vais vous remercier tous d'avoir suivi sur Facebook et sur Zoom les différents propos qu'on a tenus concernant les actes psychomagiques. Exactement, le titre, c'est la psychomagie, un art de guérir nos relations toxiques. Vous pouvez aller directement vers Christine Disdero et Alice qui sont en train de changer de place. Je réactive le micro. Vous pouvez aussi retrouver Holistic Pop-Up à Aix-en-Provence pour une journée bien-être le 25 juillet prochain. Toutes les informations sont sur la page Facebook et puis envoyer une petite newsletter. Est-ce que vous pouvez récupérer le son? Christine, Alice, je vous y invite. Moi, c'est bon, moi j'ai récupéré le son. Super. C'est très bien. Voilà. Donc, comme disait Laetitia, c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai encore sur cette expérience hors du commun, faire des ateliers, des conférences sur la plage dans un cadre très, très agréable. Pour ma part, ouais, le thème prochain sera autour de la psychogénéalogie, des transmissions psychiques, comment elles se passent et quelles sont leurs conséquences. Donc, je vous présenterai effectivement de façon un peu globale ce qui peut se jouer au sein de nos familles avec certains thèmes abordés, tels les fameux secrets de famille, les fameuses répétitions, et j'expliquerai comment faire à un moment donné lorsque c'est identifié pour pouvoir justement s'en libérer. Donc, je vous invite aussi tous et toutes à participer parce que, en-delà des conférences, c'est vraiment une super expérience que j'ai beaucoup aimé partager déjà avec Laetitia la semaine dernière. Voilà. On a toutes les informations sur Facebook. Christine, je ne te vois plus. Alors, je vais te la passer chez moi parce qu'elle a un problème de son côté. Je charge sur mon téléphone. Voilà, je pense qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus que nous. Hein. Donc, pour les synchronicités, c'est le 31 juillet et ça fait suite à la conférence. Donc, toutes les personnes qui veulent bien s'inscrire à cet atelier, on va leur envoyer lors de l'inscription la conférence, le lien pour réécouter la conférence sur les synchronicités, de façon à ce qu'il n'y ait pas de redite et qu'on parte sur un atelier pratique. Voilà. Exactement. Je te remercie, Laetitia. Namasté. Merci beaucoup. Très belle soirée. À bientôt. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Au revoir. Ah oui. Et merci à tous. Hein. Je vois des petits messages, c'est sympa. Merci. Voilà, merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.